À quoi bat la falaise? Merci Moulay. Ben, écoute, très 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 content que tu aies pu prendre le temps de venir inaugurer ce podcast, hein, vu que tu es l'une de nos plus fidèles maintenant clientes, de longue date, et une des plus célèbres, hein, tu sais, depuis ton affaire de Beyoncé là maintenant, c'est-à-dire que est-ce que tu peux rouler dans la rue? Oh my God, we're gonna talk about That, Beyoncé. exactement. Évidemment, we need to talk about J'en it. peux plus. Sérieux? Tu veux plus qu'on en parle? Oui, je veux plus. Sérieux? Oui. Tu voudrais être connu pour autre chose que Beyoncé maintenant, tu dis? Absolument. Waouh! Oui, absolument. Pour moi, c'est important que les gens connaissent la Falaise Dion Mhm. pour mon travail, pour ma création, pour ma vision, pour ce que je fais. Et c'est difficile pour moi à chaque fois d'être identifiée par rapport à la collaboration avec Beyoncé. Au début, pour moi, c'était intéressant. Même au début, je trouvais que c'était intéressant, c'était une belle reconnaissance. Ouais. Mais après, c'est pas prétentieux, mais pour moi, c'est assez réducteur du travail de l'artiste, en fait. Très vrai. Parce que tu as travaillé avec beaucoup d'autres C'est célébrités depuis. ça. C'est-à-dire que depuis, il faut donner les noms. J'ai vu que tu. Non mais c'est dans ça on est. Tu sais, à Talakou on dit au village. Donc Mais c'est ça. c'est vrai que, pour le dire, Beyoncé, Ouais. au-delà de tous, je pense que Beyoncé reste une des plus grandes grande, artistes ouais. de cette Génération. génération. Forcément. Absolument. Donc Forcément. pour ça, Forcément. Mais c'est Ouais. très intéressant. Écoute, nous on est très très honorés, et même pour toi, parce qu'au final, tu dis maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus que Beyoncé à dire. Mais la question qui m'intrigue, c'est est-ce que toi tu dirais une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que la collaboration avec Beyoncé était celle qui t'a ramené le plus de ventes, par exemple, de toutes les collaborations que tu as fait au final? Tu en as fait quand même beaucoup, hein. Alors, honnêtement, je pense que c'est pas celle avec Beyoncé. Celle avec Beyoncé, c'était vraiment au début. Donc, Ouais. j'étais aussi, moi, en pleine préparation de la marque. Je pense qu'à ce moment-là, je réalisais pas encore ce que c'était, en fait, de travailler pour une marque comme la Falaise Dion. Donc, je pense que à ce moment-là, j'étais pas préparée. Et ça a été un énorme boom au niveau de la visibilité, des médias, des collaborations, de ce qui a suivi. Amen. Pour moi, c'est totalement associé. La collaboration, la Falaise Dion et Beyoncé, ça fait partie de mon histoire, pour le dire. Mais en termes de vente, je dirais que c'est la collaboration avec Olivia Yassé. Avec Olivia? Oui. Sérieux? Absolument. Shout out Olivia. Absolument. Franchement, notre Miss Monde, qu'on ne Yes. laissera pas, qui aurait dû gagner, mais il n'y a rien, on laisse ça aussi. Elle a gagné pour nous. Elle a gagné pour nous, Yeah. exactement, exactement. Tu penses, ah ouais, Olivia, parce que franchement. Oui, absolument, Très intéressant. absolument. Et pour moi, ça a fait beaucoup plaisir et du bien que ce soit cette collaboration parce que je pense que c'est là où on a vraiment aussi, on a tout donné créativement, Ouais. avec une grande équipe, Ouais. avec beaucoup d'enjeux, beaucoup Ouais, de vous aviez mains. fait une robe tout entière, Oui, c'était. on a fait un costume à la main qui nous a pris plus d'un mois et c'était parce qu'on était à une équipe de près de 15 personnes pour travailler. dessus. Sérieux? Ouais. 15 Et sur la robe? tout le travail, tout était fait à la main, Wow. pensé dans la réflexion du concept du costume, ce que ça devait refléter, son Wow. histoire, on devait trouver l'histoire, que ça fasse sens avec l'histoire d'Olivia et réussir à intégrer l'histoire visuellement dans la couture, dans la main, dans le travail. Donc c'était vraiment intense, c'était une très 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 belle collaboration. Ah, c'est intéressant. Donc tu dirais que ça t'a amené plus de ventes même que Beyoncé, tu dirais au final. Absolument, absolument. Parce que le Intéressant. travail était tellement abouti que, Ouais. en fait, tous ceux qui qui continuent de voir cette pièce aujourd'hui, ils ont envie d'avoir une même pièce ou d'avoir quelque chose. Donc c'est comme ça. Et en même temps, ça nous avait permis à cette époque de lancer la Falaise Dion signature. Oui, que vous faisiez Donc, des avec produits custom made. Exactement. Ah. Donc les gens en fait se sont rendus compte en fait du niveau jusqu'où on pouvait aller avec la Falaise. Du coup, t'en as créé d'autres. Je crois que t'en as fait d'autres avec le Woman King, c'était après ça. C'est ça, c'était après, c'était bien après. Donc, Ouais. mais ta tenue, c'est pas Viola Davis qui l'a mis, c'était. Non, c'était pas Viola Davis, c'était toutes les Amazones à des moments parce que j'ai fait une cinquantaine de pièces dans le film. Cinquantaine de Ouais. pièces pour le Woman King. Oui, Waouh! c'était à cette époque, c'était une de mes plus. C'est même pas une. C'était quand il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans? Ouais, c'est. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et financièrement aussi, c'était un bon Ah, c'était un bon deal. Ouais, c'était un bon deal. La plupart du temps, quand on travaille avec les chefs costumiers, les stylistes pour des tels projets, en fait, ils ne considèrent pas vraiment l'effort, le travail. Ils veulent qu'on leur offre
tout en fait gratuitement. Ah oui, parce qu'ils se disent, tu auras l'exposure. C'est ça, exactement. Ils mettent en avant l'exposure, la visibilité que c'est. C'est vrai que c'est toujours une belle visibilité. Mais quand on fait un travail comme le nôtre... Qui est aussi long, 50 pièces, c'est combien de temps? Long, hein. Ouais. Ah, ça nous a pris beaucoup de temps. Aussi long, qui demande autant d'efforts physiques, mental, spirituel à tous les niveaux. À tous les niveaux, on est vraiment challenger en fait dans tout notre être à chaque fois qu'on crée. Donc pour nous, on estime que pour ça au moins, même pour la collaboration, il faut donner un geste pour encourager les équipes. Ouais. Et pour eux, il n'y avait même pas question de donner un geste. Ils ont payé. How much you need. How much you need. Ah, yes. Ça c'était différent des autres quoi. Absolument. Très intéressant. Mais du coup, ça m'intrigue parce que quand tu as fait la pièce avec Olivia, les gens t'ont commandé la pièce avec Olivia ou juste tu as eu plus de commandes de signature, tu dirais? Alors, on a eu beaucoup plus de commandes signature, on a eu beaucoup plus de commandes sur le site parce que les gens... Sur le Ready to Wear, ça. C'est ça, sur le Ready to Wear aussi, parce que ça a eu tellement un grand impact que les gens sont venus, ont découvert, ceux qui ne connaissaient pas la marque, je pense que beaucoup de personnes ont connu la marque comme ça. Et intéressant. Oui, très intéressant. Il y a quelques mois, j'étais au Ghana et j'avais une discussion avec quelques créatifs. Ouais. Et ils m'ont dit que pour eux, en fait, même si ils se souvenaient que j'avais collaboré avec Beyoncé, ils pensent que pour eux, c'est la collaboration avec Olivia qui a fait plus écho pour eux. D'accord. Ouais, parce que c'était vraiment représentatif aussi. C'était un message fort que c'était pour le continent. Il y avait vraiment quelque chose de fort derrière qui accompagne. C'est tout ça qui a... Et est-ce que tu penses aussi, parce que je pense que la différence aussi, c'est que quelque part, Olivia t'a quand même bien rendu aussi en termes de... Elle a bien tagué partout. Parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais tu vois, tu as décrit tout à l'heure la situation où des fois, tu as des gens qui veulent que tu fasses des pièces gratuitement. Et des fois, il y en a qui ne taguent même pas. Absolument, ouais. C'est ça le gros problème. C'est ça, il faut même leur courir après pour réclamer un tag. Oui, ça, c'est le bien de ces... courir après les gens. Genre, tu harcèles les gens pour avoir ton... Mais les gens ne le font pas spontanément, tu dirais. Ça, honnêtement, ça dépend des artistes. Il y a des créatifs qui vraiment qui le font, hein. Juste pour vous dire, la collaboration, non, c'était même pas une collaboration parce que Lupita Nyong'o, elle a acheté sa pièce. Elle n'est même pas passée par moi pour une collaboration. Elle a acheté simplement. Elle a acheté sa pièce et en plus de ça, elle m'a tagué sur toutes les photos dans le boss. Wow. Pour moi, c'est vraiment en fait la question de l'artiste, de comment il perçoit le travail du designer qu'il porte, l'importance qu'il lui donne et comment il veut valoriser. Ouais. Pour moi, c'est ça aussi qu'on reconnaît des armes en fait. Et pour moi, la collaboration avec Olivia, avec Lupita Nyong'o, avec d'autres artistes encore, parce qu'il y en a plusieurs, là, c'est les grands noms qu'on cite. Mais si tu en as d'autres que tu veux citer, je qui reconnaissent le travail, mais c'est fréquent aussi d'avoir des personnes qui, juste après avoir reçu la pièce, même pas acheté, emprunté. Emprunté même des fois. Emprunté, ils ne taguent pas. Et pour retourner les pièces, oh mon Dieu, c'est un combat. J'imagine, mais est-ce que d'ailleurs, moi j'avais vu quelque part dans une étude qui disait que les influenceurs justement qui demandaient le moins à payer sont ceux qui sont le plus compliqués après pour taguer et récupérer tes pièces, alors que ceux qui payent ou qui sont les plus, on va dire, reconnaissants du travail ont tendance à te taguer plus, à respecter plus son travail. C'est ça, c'est pourquoi ça m'a poussé à la réflexion parce qu'il me fallait le temps pour observer, pour voir. Et quand j'ai pris le temps d'observer, de rencontrer, de me rendre compte qu'il y a plusieurs types de personnes, et on a décidé avec mes équipes qu'on allait continuer à travailler uniquement avec des personnes justement qui reconnaissent en fait le travail. Parce que c'est le plus important, c'est pas combien de personnes qui portent la falaison, c'est pas la quantité pour nous, c'est comment en fait le lien que les personnes créent avec le travail. C'est ça pour nous, la valeur ajoutée. Est-ce qu'ils reçoivent l'amour qu'on met à l'intérieur de chaque pièce qu'on crée? Qu'est-ce que ça leur procure? Quelle est l'expérience? On a vraiment envie de continuer à bâtir avec des personnes conscientes de ce travail-là et de ce que ça me représente. Ben oui, non, je pense que le parfait exemple là, que tu nous as donné, c'est l'autre jour, tu as la gentillesse de m'inviter pour qu'on rencontre Jeremiah aussi. Qui est venu pour la Cannes. Abidjan est doux, hein, les gens, vous ratez. Il y avait Jeremiah, pour ceux qui ne savent pas, est le joueur de NFL d'origine ghanéenne, que vous avez dû forcément voir sur les Insta. Donc je pense que les gens ont dû le voir. Le gars qui s'est sapé comme un roi pour aller au début de match en NFL, mais il était à Abidjan. Et il nous a honoré d'une très très belle discussion où j'ai réalisé, comme tu disais en fait, c'est quelqu'un qui même spirituellement est intéressé.
Exactly. curieux et contribue. C'est pas... En fait, c'est très différent de quelqu'un qui achète juste un vêtement. C'est ça. C'est pas juste pour le style, c'est vraiment un message derrière. Donc je pense que... Quelqu'un qui a envie de faire partie de quelque chose, qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, qui est vraiment conscient de ce qui se passe, ce qui se passe sur le continent et qui sait ce que ça représente pour nous, la création. C'est pas juste, c'est des vêtements, mais c'est au-delà de ça. C'est la démarche, c'est dans le matériel, c'est dans l'histoire, c'est dans la vision. Et des personnes comme Jérémia le comprennent. Et c'est beau à voir et c'est encourageant. Merci, franchement. Et puis Jérémia Owusu pour ceux qui le cherchent. Hein. Mais moi, la question que je pense que beaucoup de créatifs qui t'écoutent doivent te poser souvent, je me dirai si c'est la plus souvent, c'est comment tu fais pour que tous ces gens te trouvent? Je pense, est-ce que c'est pas la question qu'on te pose le plus souvent? That's the energy. That's the energy, oui, oui. That's the energy. Honnêtement, c'est une belle question. On me la pose souvent. Mais je pense que les choses se font très naturellement. Ouais. Très naturellement. Et je pense que j'ai pas envie de rentrer dans un discours assez spirituel, mais je pense que c'est là où je crois beaucoup à ce qu'on appelle, ce qu'on décrit comme oneness en fait. Oneness. Pas oneness, the oneness. The oneness, ok, ouais. L'unicité, ouais. L'unicité, et quelque part on est une seule et même âme. Et quand on est une seule et même âme, pour se rendre compte qu'on est cette âme-là, il y a un parcours, il y a un réveil. Et quand on se réveille et qu'on prend cette voie-là, on rencontre toujours des personnes sur le même chemin. Et quand on se rencontre, avant qu'on se rencontre, la connexion et l'énergie en fait qui nous emmène à emprunter ce chemin-là, finit quelque part à nous réunir en fait. Toujours. À un moment de notre vie. Et ça a été comme ça pour moi, pour toutes les collaborations. Tout a été toujours fait de manière très naturelle. Ouais, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu besoin de payer des cabinets de PR, de payer des gens pour trouver. Est-ce que tu dirais, parce que je pense qu'il y a un vrai point sur ce que tu décris. Moi, ce que je pourrais dire comme personne extérieure à ce que tu fais, c'est qu'effectivement l'authenticité dans ce que tu ressens, dans ta spiritualité, se voit dans tes actions. Mais je pense que c'est peut-être ça aussi qui crée ça, c'est que même ton contenu, et ça c'est, je pense, le sujet chez toi que souvent je dis aux gens, le contenu que tu crées est remarquable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, c'est la Falaise Dion qui a fait. Et pourtant, je sais que tu as déjà eu plein de sujets avec d'autres gens qui essaient de prendre du Cory left and right, devant, derrière, mais c'est pas reconnu comme ça n'a pas la même impact, c'est pas la même énergie comme tu dirais, mais ça n'a pas le même impact au final. Quand c'est posté sur Insta, ça va pas arriver aux mêmes gens. C'est vrai. Et je sais pas si c'est... Est-ce que quand toi tu fais du contenu du coup, est-ce que tu te poses ces questions-là ou c'est juste vraiment très naturellement? C'est très naturel, c'est vraiment très naturel, ça a toujours été très naturel, très organique. Ouais. Tu t'es jamais dit, quand je fais ça, il faut que ça plaise à telle audience, à tel public? Je pense que le jour où je fais ça, je suis plus la Falaise Dion. Ouais, Fort vrai. Vraiment, j'ai eu cette conversation il y a quelques mois quand je me suis posé la question quand je travaillais sur la nouvelle collection et il a fallu que je pense à travailler avec quelqu'un pour ma communication. On a fait un point où justement on a revu Instagram et on a vu ce qui marchait, ce qui marchait moins et à partir de là, ma chargée de com m'a fait une reco. Quand j'ai lu la reco, on a eu un call après, je lui ai dit en fait, it's not me. Intéressant. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'était quoi dans la reco qui te perturbait, toi tu dirais plus? Honnêtement, dans ce qui m'a perturbé le plus, c'est que déjà quand on avait eu la conversation avec elle, c'était on va continuer en fait, on sait ce qu'on a envie de créer, on a envie de créer ce sens de communauté, on a envie de créer pour l'amour, on a envie de créer dans un espace évolutif et on n'a pas envie de se définir parce que ça nous limiterait, on a envie de pouvoir continuer à tester des choses, à tester et puis de voir ce que ça va être, ça peut nous réussir ou ça peut ne pas l'être. Pour nous, c'est vraiment être dans le processus de création, de pouvoir en même temps impacter des vies, créer des choses qui ont un rapport émotionnel et spirituel, surtout spirituel, pas émotionnel, spirituel avec des personnes. Et quand on a eu cette conversation et quand elle est revenue vers moi, elle m'a dit, bon, tu sais, voici ce qui marche, voici ce qui ne marche pas. Désormais, pour pouvoir créer du contenu, on va aller créer du contenu
qui marche en fait. Donc ça demandera créer ça, ça, ça. Et je lui ai dit, ça a marché jusque-là, ces contenus qui ont marché là justement parce qu'ils étaient naturels. Et je pense que nous aussi, dans ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie d'emmener les gens quelque part où ils n'ont pas encore été. Ouais. C'est ça. Tu n'as pas envie de te limiter, Exactement. de te retrouver dans un truc qui est banal et basique. Absolument, parce que ça ne m'inspire pas et c'est quelque chose qui ne m'inspire pas. J'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de créer juste pour créer. Il faut que ça me touche toujours, il faut que ça vienne du cœur. Je pense que c'est ça. Que ça vienne du cœur, il faut qu'on reste, qu'on soit sûr que ça nous ressemble à tous dans l'équipe. Et une fois que ça nous ressemble, je suis sûre que ça va toucher les âmes. Et on va continuer à aller dans ce sens-là. Amen. Non, mais écoute, super intéressant. Mais ce que je peux, moi, décrire, c'est que c'est vrai ce que tu dis là. Bon, moi, je joue le rôle du business guy. C'est-à-dire que je connais des gars qui entendraient ça, ou des dames hein, qui entendraient ça, qui se diraient, ouh là 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 là, mais comment... Parce qu'en fait, la hantise de beaucoup de gens qui entendent ça, c'est de se dire, mais il n'y a que elle qui peut faire ça, en fait. Tu vois, c'est pas reproductible pour des... Quelqu'un qui commence sa marque, lui qui t'écoute dire ça. C'est vrai, ça c'est vrai. J'ai peur pour eux, en fait. Parce qu'ils vont croire que... Non, mais... En fait, j'ai peur pour eux parce que je te dis la vérité, ils ne voient pas qui tu es derrière. C'est un truc que moi je peux dire. Tu vois, par exemple, un exemple typique. Tout à l'heure, tu es venu, tu t'es assise, on a commencé à tourner. Tu es l'une des rares personnes qui soit venue directement, qu'une fois que tu t'es assise, tu t'es dit, est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble pour voir si ma posture est bonne, etc., etc. Ça, pour toi, c'est pas un effort. C'est normal. Mais c'est parce que tu as cet œil, tu as cette attention aux détails. Et je pense que les gens pensent que le fait que tu puisses être aussi libre, ils ont du mal à imaginer à quel point tu es carré derrière. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec toi, j'ai déjà bossé avec toi, donc je sais que les gens ne se rendent pas compte qu'au final, oui, tu es très libre et très free dans comment tu testes les choses, mais tu le fais avec une rigueur qui est quand même... Donc je sais pas si toi, tu as déjà eu le sentiment, même que les gens n'étaient pas assez rigoureux par rapport à toi. Parce que je suis sûr que ça aussi, c'est vrai. Ça arrive des fois que tu dises aux gens, c'est pas assez bien fait, c'est pas assez carré. Ou des fois, tu dises, c'est pas au niveau de qualité que j'attends moi. Absolument. J'imagine, parce que te connaissant, les gens ne le voient pas de l'extérieur. Hein. Je pense que de l'extérieur, c'est un truc que je voulais que moi, que les gens ressentent. C'est que naturellement, quand on te pose des questions, les gens vont écouter juste ta réponse et se dire, ah ben je vais faire pareil. Sauf qu'ils ne voient pas tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu fais derrière que personne ne voit, tu vois. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça, peut-être aujourd'hui, où tu peux partager de quand tu t'es rendu compte que ouais, tu es quand même plus rigoureuse que la moyenne, tu es quand même plus carré que la plupart des gens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je pense que c'est tous les jours. Ah bon voilà, tous les jours. C'est vrai? C'est tous les jours et je pense que c'est une des questions, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui où on parle, je devais sortir ma collection, je sais pas il y a combien de temps, mais oui. il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, ah c'est aussi que la question du détail, de la perfection, mais pas la perfection qui se veut parfaite, mais la perfection qui veut que le travail soit bien fait, bien fini. Et qui ressemble en fait à ce qu'on avait envie de créer depuis le début, qui véhicule le message et qui le représente. Donc pour moi, c'est tous les jours avec mes équipes, c'est tous les jours comment je suis rigoureuse, mais parfois, je me trouve même parfois trop rigoureuse. Donne-moi un exemple de cas où tu te trouves trop rigoureuse. C'est intéressant parce que personne ne te demande jamais ça, toi. C'est vrai? Oui. Mais les gens qui travaillent avec moi le voient. Bah oui, moi je te dis, je bosse avec toi depuis des années, donc je peux dire aux autres. Et c'est important, je pense que les créatifs qui t'écoutent se rendent compte que ce n'est pas juste cette partie de toi qui drive le succès. Il y a aussi l'autre partie dont personne ne te parle, parce que tout le monde pense que c'est naturel. Mais je sais que c'est des efforts. Même pour toi, tu as envie que ta collection sorte, mais tu te tiens à un standard. C'est ça. Quel est le standard que tu as en tête quand tu te dis est-ce que mon produit est assez bien, ou que tu dis le message que je vais véhiculer, c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui soit valable pour des années? Qu'est-ce que tu as en tête quand tu fais ces exemples? Quand tu te fixes une part comme ça de qualité? Est-ce que tu as des exemples de fois où tu disais non, les gars, ça c'est pas assez bon parce que voilà ce que j'attends comme qualité, voici ce que je veux pas qu'il arrive? Alors, quel exemple je peux partager? Quel exemple qui me dépeint pas comme un monstre du Non, c'est pas grave, non mais ce qui est marrant, la falaise, tout chef d'entreprise est un monstre pour quelqu'un. Sinon, c'est que tu es pas un chef d'entreprise. Alors, je pense qu'en ce moment, je travaille sur la nouvelle collection. Oui. On a une pièce, un top qu'on a monté en Corée avec des perles de culture et du fil de nylon. C'est vraiment un travail très minutieux. On a réussi à créer les 2 premiers samples. Le premier sample, dans sa structure, dans sa finition, il était
la finition de la structure, c'était vraiment top. Mais au niveau du montage, au niveau du coût de la pièce, je trouvais qu'il y avait un décalage entre le reste de la pièce et le coût. Et il fallait en fait réussir à pouvoir assembler ça. Et là, au deuxième essai, on a réussi à le faire. Et là, il y a quelques jours où j'ai demandé à mes équipes de pouvoir produire 3 de ces pièces-là. Et les 3 pièces que j'ai reçues de l'atelier, après vérification, ne correspondaient pas au standard que vous aviez sur le deuxième. Au standard qu'on avait sur le deuxième. Et c'était comme le premier, tu dirais? C'était comme le premier. Quand on le voit, même pour les filles de l'atelier, pour elles, c'était total, c'était pareil. Quand elles comparent, quand elles ont les photos devant elles, pour elles ne voient pas la différence. Et quand je regarde... Toi, tu le vois directement. Je le vois directement. Et pour moi, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas se vendre, ça ne peut pas aller... On ne peut pas emmener cette pièce-là quelque part. Il faut qu'on arrive à donner le meilleur, qu'on arrive à la finir comme on peut le faire, comme on a déjà fait en fait. Donc on peut arriver à ce niveau-là. De qualité. Parce que pour les filles, j'estime, pour mon atelier, ce que souvent je leur reproche, c'est qu'en fait, elles se reposent beaucoup sur le... Comment on dit? Je ne sais pas comment le formuler. Elles arrivent à se satisfaire facilement. Ah, elles ne sont pas très exigeantes. Elles ne sont pas exigeantes au niveau de... Ouais, je ne sais pas si c'est... Après, je trouve que moi, je suis plus exigeante. Elles sont quand même exigeantes. Peut-être que c'est moi qui suis un peu plus. Parce que j'arrive à voir en fait jusqu'où elles peuvent arriver. Elles sont tellement talentueuses et créatives et que je sais quand je vois une pièce, je vois quand une pièce est finie, je sais qu'avec beaucoup plus de direction, avec ma présence à l'atelier, avec beaucoup plus d'efforts et de réflexion, elles arrivent toujours à créer la pièce. Je pense que c'est ça, il faut que je suive à chaque fois qu'on arrive à sortir les pièces. Et ça a été ça en fait pour tout le travail de cette collection bien pensée, pour toutes les pièces. Première version, deuxième version, troisième. Et tu as toujours été comme ça? Ah oui, je pense. Est-ce que tu saurais dire d'où ça te vient? Parce que c'est une question peut-être que je ne sais pas si tu t'es déjà posée, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun. D'où ça me vient de faire autant attention aux détails, à la qualité. Par exemple, prenons ton exemple du coup là, sur le top. Comme tu saurais dire où est-ce que tu as vu, où est-ce que tu as créé ce sens de l'esthétique qui fait que tu sais apprécier si un coup est assez bien structuré avec le reste de la pièce? Alors, je pense que, honnêtement, pour être honnête, je pense que ça vient de l'expérience. L'expérience, oui, ça vient de l'expérience. Il y a quelque chose aussi qu'on pourrait dire d'inné dans la créativité, dans l'art, dans la sensibilité. Donc, je pense que j'ai toujours été sensible aux détails. Et mais dans le travail avec la marque, avec la Falaise Dion, c'est venu avec l'expérience. Et surtout pour les pièces, pour nous, ce qui a été compliqué, c'est de pouvoir nous-mêmes nous challenger parce qu'on s'est mis sur un créneau que nous-mêmes on a créé en fait. Donc c'est des modèles de base, c'est des pièces qui n'ont pas existé ailleurs. Donc on pourrait se reposer sur la première pièce et nous dire que elle est parfaite. Ça passe. Ça passe parce qu'il y a pas de comparaison pour comparer en fait. Il n'y a rien derrière nous pour comparer. Donc le seul comparateur ici c'est nous-mêmes, c'est notre exigence, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on a envie de créer. J'estime qu'on peut aller vraiment dans le respect total, c'est pas dans la surexploitation des équipes, mais c'est réussir à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça reste toujours dans un cadre sain de création. Et donc l'exigence en fait partie. Et pour moi, c'est au fil des expériences. Alors, j'ai une grande théorie, moi, c'est que ce genre d'expérience aussi est façonné parce qu'on consomme. Toi, genre, déjà, quand tu as commencé, parce qu'au tout début, quand tu as commencé, qu'est-ce que tu consommais comme type de contenu? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Peut-être qu'en fait, aussi, tes employés ne lisent pas ou ne regardent pas ce que tu regardais à l'époque. Je pense qu'il y a peut-être aussi de l'expérience, en fait, ce que moi j'ai appris. Il y a aussi une grosse différence. Alors, en tant que chef d'entreprise, c'est un truc que moi j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il y a aussi un peu comme le corps, tu sais, est une fonction de ce qu'on mange. Et pour moi, c'est pareil pour l'esprit. Qu'est-ce que tu consommes mentalement? Qu'est-ce que tu consommes comme truc façonne ta capacité? Et donc la question c'est, toi qui as toujours été attiré par cette créativité, par cette exigence, qu'est-ce que tu consommes? Et qu'est-ce que tu consommais avant par exemple, que tu penses que beaucoup de jeunes ne consomment pas ou
Est-ce que tu lisais Vogue? Est-ce que tu... Pas du tout, non. Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui allait à beaucoup d'expositions d'art? Je consomme beaucoup de livres. Je consomme Ah! beaucoup de livres. Beaucoup Ok. de livres. Mais c'est même pas des livres sur la mode, sur la créativité. C'est vraiment des livres Mhm. sur la spiritualité. Ok. Parce que c'est vraiment ça pour moi. Je pense que ma plus grande mission ici, c'est quelque part dans ce monde-là qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment là où je pense que ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps, même dans comment la Falaisio est née, même dans la création de la marque. C'était vraiment dans une démarche en fait où au moment où je partais me réconcilier avec moi-même, dans une démarche Ah. très personnelle. Ok. Très personnelle, je voulais me reconnecter à mon héritage, je voulais me reconnecter à ma spiritualité, mais me reconnecter surtout à moi-même parce que je ne me sentais pas connectée. Ah bon? Connecter avec moi, parce que oui, pour moi, quand tu grandis dans une société africaine, en tant qu'Africain, dans les modèles dans lesquels on n'est pas nous-mêmes, il y a tellement de layers. Il y a tellement de choses qui sont Absolument, rajoutées dessus. il y a tellement de choses qui sont rajoutées, on n'arrive même pas à nous voir, on n'arrive même pas à nous voir, à voir notre propre beauté. Ça, c'est des choses qu'on réapprend toute notre vie. Donc pour moi, ça a été, toute ma vie, en fait, ça a été ça, en fait, de me déconstruire en fait, D'accord. tout ce qui avait été... tout ce que j'ai en fait stocké en moi, tout ce Oui, qui m'a par l'environnement qui venait. l'environnement Ouais. et tout, de pouvoir faire ce travail-là. Et c'est en faisant ce travail-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des symboles importants auxquels je devais me connecter. Et c'est comme ça que le symbole du Kori m'est apparu et ça a découlé après dans une démarche créative et artistique. Donc pour moi, ça vient toujours quelque part, ça se forme quelque part spirituellement. Avant de devenir, de le matérialiser dans la forme matérielle ou physique. Yeah. Donc pour ça, ma nourriture, ce qui me feed, c'est toujours en fait spirituel. Bon, c'est des rencontres, c'est les voyages. Je voyage beaucoup sur le continent, donc c'est les voyages, c'est les livres que je fais, c'est la beauté que je vois tous les jours. De voyager, en fait, ça m'a permis d'apprécier et de voir vraiment la beauté des Africains. Mais vraiment, la beauté, c'est tout ça qui me nourrit. Donc quand tu parles, et je m'en rends compte en fait que ces dernières années, même si j'ai partagé l'énergie de la marque à travers toutes les actions qu'on a pu faire dans l'entreprise, je me rends compte qu'il faut peut-être qu'ils participent plus Ah, tes équipes, ouais. plus, ouais, pour pouvoir avoir cette même lecture Que toi. j'ai. Ouais, si c'est un conseil que moi je peux te donner de mon expérience, c'est que oui, c'est pour ça que par exemple chez Anka, j'embête les gens à demander de lire les livres que moi j'ai lus quand j'ai commencé à sortir parce que je leur ai dit que c'est ça qui façonne en grosse partie ma vision du monde. Ouais. C'est des livres qui... C'est pas parce que dans le livre il y a des concepts qui vont tout changer, mais c'est en fait, tu habitues ton esprit à une vision du monde qui n'est pas forcément celle que tu as. Et au fur et à mesure, par des actions, ça façonne ta propre vision. Où au final, tu commences à te dire, ah en fait, oui, c'est vrai que on teste les choses, mais il faut aller à un certain niveau de vitesse, à un certain niveau de qualité, etc. etc. Donc, toi, aujourd'hui, tes équipes, c'est à peu près combien de personnes, comment tu les as recrutées, par exemple? Parce que c'est un truc aussi dont on ne parle pas. Tout le monde a l'impression que la Falaise Dion, tu es toute seule. Ouais, parce que la marque porte mon nom en fait. C'est ça. C'est ça. Les gens pensent qu'il n'y a que la Falaise qui est là, qui fait ses trucs toute seule dans son coin. Elle a 10 bras, C'est ça. Elle peut poster, elle peut créer. Exactement. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes combien, tu dirais, dans l'équipe? Alors, au niveau de l'équipe, alors pour une équipe, parce que j'ai des équipes, j'ai des personnes en freelance, j'ai des gens qui sont là de manière permanente. Ouais, déjà les permanents, c'est qui? Après, Ok, qui sont les freelances? alors, de manière permanente, dans mon atelier, il y a 7 femmes qui sont de manière permanente. Ok. Quand on travaille sur des projets, l'atelier grandit, on passe de 10 femmes à 15, quelquefois à 20. Ça dépend des projets. Ça dépend de la taille du projet. C'est ça, ça dépend de la taille du projet, de la production qu'on a. Ça, c'est pour l'atelier. Après, j'ai une chargée de communication qui est avec moi. Qui gère tes réseaux, du coup, ou tu es encore sur les réseaux de toi tout? Non, elle gère les réseaux. Honnêtement, je suis sur les réseaux, je pense que 1 ou 2 fois dans la semaine, mais pour le reste du temps, c'est elle qui gère. Mais il n'y a pas d'autre. Oui. Intéressant. Ouais.
J'ai décidé vraiment de me détacher de cette partie-là, de la gestion des réseaux sociaux. Ah, c'est très intéressant parce que j'aurais cru que, en fait, non, tu étais toujours dedans parce que la plupart des créatifs, ils ont beaucoup de mal à lâcher cette partie-là. Et à quel moment tu as décidé ça? C'est intéressant. C'est quand. Mes questions, c'est ça que vous allez me reprocher parce que c'est vraiment pas en fait stratégique. Non, c'est pas une décision rationnelle, c'est la. Non, mais justement. J'en avais marre des réseaux sociaux. Pour moi, il était important de me détacher en fait et de comprendre que à un moment, l'environnement, la vie, les inspirations, les influences, elles sont tellement vastes. Que le fait d'être tellement présent pour moi, à un moment, ça commençait à me limiter et à réduire en fait même à quelque part mon champ de perception, en fait, vraiment à le réduire aux réseaux sociaux à cause de ma présence. Donc pour moi, il fallait quelque part prendre du recul, un grand détachement et de me rendre compte, de me réhabituer à la beauté de la vie des choses sans les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'était vraiment une démarche personnelle. J'avais vraiment envie de me couper mais je partage totalement. Les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, si je pars des réseaux sociaux de la falaise, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Puisse s'en occuper et de pouvoir le faire avec moi. Donc je suis vraiment en étroite collaboration avec Aïssatou qui s'occupe des réseaux sociaux, qui est très proche de moi, qui a travaillé avec moi pendant des années, qui connaît ma vision. Ah, ok, super. Donc elle était là depuis le début, quasiment. Pas depuis le début, mais elle est arrivée au bon moment. C'est une personne c'est une personne incroyable, une jeune fille très talentueuse qui m'a contactée il y a 2 ans, qui venait de finir ses études en communication dans le luxe et qui m'a dit, la falaise, je suis jamais arrivée en Côte d'Ivoire, je viens de finir mes études, je suis en France et j'ai envie de venir en Côte d'Ivoire pour faire un stage. Mais c'est bien, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est bien ça. Je sens que je peux contribuer à ce que tu fais, je vois ta démarche, je sais que j'ai quelque chose à apporter sur tel élément. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Aïssatou. C'est un peu comme ça aussi, je pense, j'ai commencé à travailler avec chaque personne dans mon équipe. On a toujours eu une histoire comme ça. Et tu n'as pas eu le problème, là on va parler en tant que chef d'entreprise, de devoir les payer? Parce que le problème, c'est que au final, quelqu'un qui vient de France comme ça, beaucoup de gens se disent, mais comment elle va faire pour la payer, etc. Parce que c'est quand même un coût, j'imagine. Absolument, c'est un coût et je pense que ce qui est beau dans ce travail de ce qu'on fait, c'est que mes équipes ont compris que même pour moi, ces choses que j'ai dit, mais l'argent n'est pas important. Ouais, bien sûr. C'est l'amour pour la création. Et des personnes comme Aïssatou, je pense que quand Aïssatou m'a écrit, elle était prête à venir au Côte d'Ivoire même pour travailler pour moi for free. For free, c'est très différent. Parce qu'elle voulait quelque chose, elle a vu quelque chose, elle voulait faire partie de quelque chose et elle s'est dit, si j'ai la possibilité de venir, je vais venir à la falaise. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des coûts. Il y a des coûts qui rentrent en jeu. Il faut payer le salaire d'Aïssatou, il faut payer le salaire des autres équipes. C'est des choses qui se font. C'est super intéressant. Et est-ce que c'est ce qui explique que du coup tu n'es pas pris, par exemple, les 20 femmes dans ton équipe? Parce que j'imagine que toi, peut-être spontanément, tu aurais voulu employer un maximum de personnes te connaissant. Donc c'est comment tu as pris ces décisions un peu rationnelles versus envie? Parce que c'est pas simple, hein. Les gens imaginent pas cette partie-là du business. Tu regardes aussi, tu regardes la trésorerie de la marque, je pense que tu deviens très vite rationnel et réaliste. C'est la trésorerie qui te réveille. L'énergie des femmes, j'ai envie d'avoir des centaines de femmes autour de moi tous les jours pour travailler, mais c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je veux faire. Mais la trésorerie est là. C'est ça, la trésorerie est là, la réalité est là. Et je comprends aussi que c'est un processus qui demande de la patience. C'est un processus qui va nous pouvoir arriver là où on veut pour créer The Hub, la falaise Dion. On va avoir des centaines de femmes qui vont quitter toutes les régions de l'Afrique pour venir travailler avec nous. C'est quelque chose qui va se bâtir avec le temps. Et pour le moment, on ne peut qu'avoir 7 femmes à l'atelier à Abidjan. Et en plus de ça, c'est que pour l'atelier, pour la partie Cori. Ce qui est intelligent dans le travail, il y a autre chose, il y a d'autres pièces qu'on a développées ces dernières années. Pour ça, en fait, on travaille avec des femmes en collaboration dans différents pays. Oui, tu me disais que cette belle pièce, par exemple... C'est ça, ce beau sac qu'on a créé, qui fait d'ailleurs partie de la collection, qui est censé sortir un jour. Battez-vous, commencez à prier.
Il y a une amie qui m'a dit hier, en fait, la falaise, mais j'ai l'impression que tu crées pour toi. Hein. Ça commence comme ça d'abord. Ça commence comme ça. Pour moi, il faut que je teste le produit, il faut que je puisse, mais vraiment avant de pouvoir le rendre à quelqu'un, le vendre à quelqu'un, faut que je puisse le tester. Et pour moi, ça fait partie de tout ça, le processus de la falaise. Et donc ça, c'est des femmes au Zimbabwe, tu m'avais Oui, dit. c'est ça, c'est une équipe de femmes au Zimbabwe. J'ai rencontré une designer. C'est solide, hein. C'est plus lourd que... J'ai vu beaucoup de sacs dans cet esprit, mais ça fait très cheap d'habitude, parce que c'est très... C'est très très solide et elles font ce travail, je pense, depuis une vingtaine d'années. Wow. Ouais, elles sont expertes et elles font avec des matériaux recyclés. Ah bon? Oui. Dans l'atelier au Zimbabwe, oui. Très très bien ça. Ouais. Donc on travaille avec ces femmes-là pour ces pièces, on travaille avec d'autres femmes à Madagascar pour des pièces en raffia. Wow. On travaille aussi au Kenya pour des pièces en bronze. Ah oui, donc oui, je comprends maintenant pourquoi quand je t'ai vu faire des MPSA, c'était pour tout ce monde-là. Là. Ah oui, je comprends mieux. Oui, parce que bon, effectivement, côté Anka, nous on voit juste des mouvements, on se dit bon, écoute, la fête ce truc avec le Kenya, cool, tu vois, ça fait plaisir. Il fallait payer les artisans là-bas. Mais comment tu as trouvé tous ces gens dans ces différents pays? Parce que vous savez, j'ai oublié d'en parler, c'est vrai qu'on est là depuis, mais parce que je crois que cette capacité que tu as aussi à travailler et collaborer, je crois que c'est une des choses aussi que nous, avec Anka, on a pu te permettre de faire, parce que c'est vrai que j'en parle même pas, mais les gens ne se rendent pas forcément compte, ils connaissent que Africrea, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière en termes d'outils de paiement pour vous. Absolument. Sur Anka. Donc si toi tu peux donner un peu d'exemple de ce que tu fais, ce que tu as pu faire avec Anka, ça serait très utile. Ah ouais. C'est le moment de la pub. Ah ben oui, c'est l'heure les gens. L'heure est arrivée. Alors déjà, je pense que le plus grand exemple, c'est de pouvoir en fait, c'est que Anka m'a permis pour moi de réaliser ma collection la plus aboutie. Vraiment, pour moi, le rêve créatif, c'était de pouvoir en fait créer une collection. Travaillé avec Johanna Bramble, qui est une des plus grandes designers textiles, qui est au Sénégal, pour créer un motif unique pour la marque La Falaision. Wow, et grâce au financement qu'on a eu... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Est-ce qu'on le précise ici? Oui, on peut le préciser, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on fait. Alors c'est vrai que Anka fait aussi du financement, surtout quand les personnes nous utilisent comme toi, tu nous as utilisé, parce que les gens me demandaient mais sur quelle base? Parce que toi, on a vu la croissance du chiffre d'affaires, on a vu la constance du travail. Et c'est l'une des choses qu'on offre chez Anka que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'il y a aussi cette notion de quand on voit que ton business progresse, nous on va t'accompagner. Donc c'était un crédit, je ne sais plus de combien de temps tu as fait au final. C'était un bon montant, je pense. Regarde la caméra d'ailleurs. La falaise, non mais il faut dire au peuple. Je m'en souviens même plus. Sérieux? Parce que c'est le moment de rembourser. Hein. C'est ça. Là maintenant tu as oublié. Mais là, j'ai oublié. Mais c'est vrai que c'était un crédit de plusieurs dizaines de milliers d'euros, on va dire, tout simplement. Absolument. Et qui t'a permis, effectivement, c'était pour ta collection, mais c'est aussi parce que nous, on a vu, en fait, constamment, à chaque fois que tu créais, on voyait le bump. Et c'est pas tout le monde. Et ça, il faut que les gens comprennent. C'est pas qu'on ne veut pas prêter aux autres. C'est que les autres, des fois, ils créent et il se passe rien. Donc, on peut pas soutenir quelque chose où on n'a pas factuellement. Mais même factuellement, d'un point de vue pur financier, on voit avec toi. Et c'est là où moi, je peux témoigner quand les gens me disent « Oui, mais la falaise, elle est très spirituelle. » Je dis « Oui, elle est spirituelle, mais mon ami, ce qu'elle fait délivre en résultat réellement. » Donc nous, on est ravis d'accompagner un entrepreneur comme ça. Oui. Et s'il y a d'autres gens qui veulent être financés, qui ont ce type de parcours, nous, on est ravis d'aider. Mais quand tu disais effectivement qu'on t'a fait le crédit, c'est une chose. Mais après, j'ai vu que tu es allé chercher les gens. Ça, c'est pas tout le monde. Absolument. Donc comment tu t'y es pris pour ça? Je suis partie chercher, tu sais, quand tu crées, quand tu sais que ta vision, elle doit naître de quelque part, je pense que tu trouves les gens. Donc, j'ai trouvé chacune des personnes, j'ai commencé à chercher des designers textiles et je me suis rendu compte qu'une des meilleures sur le continent était au Sénégal et c'était Johanna Bramble. Donc, je suis partie chercher Johanna Bramble. Genre sur Insta, t'as fait comment? Parce que Alors, je demande comment j'ai trouvé? Alors, j'ai eu déjà une conversation avec plusieurs personnes. Je posais la question, je disais, je recherchais, je travaillais sur la collection. Donc tu as commencé à en parler déjà? J'ai commencé à en parler. C'est très important. J'ai commencé à en parler à des personnes de mon réseau, en fait. Et je savais qu'en fait, j'ai identifié des personnes et pour moi, ces personnes-là
pouvaient en fait m'orienter. Donc, une de ces personnes, c'était Emmanuel Courrèges. Ah, de la Go 54. C'est ça. Salut Emmanuel. Exactement. Donc, après la conversation sur la collection, j'ai discuté avec elle, on a parlé de la collection et je lui ai dit que j'avais envie de travailler avec mon design textile. On a évoqué plusieurs noms et après, tout ensemble, on s'est rendu compte que c'était Johanna Bamba. Il nous fallait Johanna Bamba pour son travail de qualité et d'exception, mais vraiment créatif. C'est la première personne à qui, quand j'ai envoyé un message, je dis Johanna, je crée une collection, j'ai envie de tisser quelque chose. Elle m'a dit, la falaise, peu importe ce que tu veux tisser, je suis là, je peux le faire. Même des fibres, je peux les tisser. Et c'est vrai, elle tisse tout. C'est un génie du tissage, Johanna. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Johanna. Ensuite, il me fallait trouver au Kenya une personne. Dans mon équipe, j'ai une designer aussi dans mon équipe qui m'accompagne, assistant designer, qui est Lausanne, que j'ai rencontré. Lausanne m'a suivi un jour sur Instagram. J'ai vu son travail, mais son travail était tellement puissant. Ah, d'accord. Donc, elle a fait le travail de mettre son travail sur Insta et toi, ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Et j'ai vu qu'elle m'a suivi, j'ai vu son travail, j'ai vu comment elle arrivait dans le craft, à créer des choses. Je me suis dit, il faut cette personne-là dans mon équipe. Je suis partie la chercher, je lui ai dit, Rosanne, tu fais quoi? Elle venait juste de finir ses études à la centrale Saint-Martin de Londres. Ah bon? Ouais, qui est une des Donc tu es allé chercher quelqu'un de la Saint-Martin? Non, mais respect. Non, la falaise, tu blagues pas. Effectivement. Si tu es dans ma vision, si tu peux contribuer au travail, on va se trouver. Et Lausanne, quand je suis partie la chercher, elle m'attendait, elle voulait aussi cette opportunité. Donc c'est comme ça que Lausanne est venue à moi et on travaille ensemble. Et Lausanne a sa famille au Kenya. Donc Lausanne qui vit à Londres, pas souvent au Kenya. Donc au Kenya, elle a un réseau d'artisans avec qui elle travaille. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à trouver des artisans au Kenya avec lesquels je travaille aujourd'hui. Waouh! Et tu vois ça, parce qu'il y a une autre leçon, je pense qu'on peut en tirer. Tout ce que tu viens de dire là, les gens vont avoir l'impression qu'en gros, tu dis, l'unicité fait que si on doit se rencontrer, on se rencontre, mais aussi il faut faire confiance à l'univers et il faut partager. Je connais trop d'entrepreneurs créatifs qui, contrairement à toi, ne parlent pas aux gens de leurs souhaits. J'en connais trop aussi qui, contrairement à toi, ne postent quasiment rien. En fait, même ce que tu décris pour Louane, c'est quand même impressionnant. C'est que je connais d'autres étudiants qui ne prennent pas le temps de mettre ce qu'ils ont créé sur leur compte de réseaux sociaux. Limite, ils en sont fiers, mais ils ont peur que s'ils le postent, d'autres dénigrent ou copient ou critiquent. Donc je pense que quand tu dis quand même ce que j'aime beaucoup de ta spiritualité et même dans l'action derrière, c'est qu'il y a une notion quand même d'avoir foi. Il faut que tu crois au fait que si tu partages, ça va te revenir en bien. Mais trop souvent, et ça, je ne sais pas si toi tu peux témoigner, est-ce que tu as déjà eu des cas où tu as dû dire aux gens, non mais il faut que tu en parles. Il faut que tu montres, pour que l'univers puisse te répondre, il faut que tu lui parles. Enfin, tu peux pas juste dire je veux créer, mais je veux rien montrer. Parce que tu sais que moi, le plus gros choc, toi, ta collection, ça met longtemps. Mais entre-temps, tu as posté des choses, tu as fait des choses. Tu n'es pas resté à rien faire. Tu as fait plein de pièces. Absolument. La falaise, il faut faire attention, parce que les gens vont t'écouter, vont dire ah, c'est pas grave, si la falaise met 2 ans à faire une collection, moi aussi, je vais faire 2 ans à faire une collection. Mais toi, pendant les 2 ans, tu as sorti plein de trucs. C'est vrai, j'ai travaillé sur d'autres projets et je pense que même en travaillant sur cette collection, ça a un peu changé même mon regard sur la collection, donc comment je la voyais, comment je l'approchais, c'est pourquoi ça m'a pris autant de temps. Parce que c'était pour le moment pour moi où c'est pour moi mon travail le plus abouti. Vraiment, dans tous les sens, parce que ça m'a challengé. C'est aussi la période pour moi où j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de moments. Ah oui, ça c'est normal. Je peux qu'imaginer. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que je vais réussir à pouvoir délivrer? Est-ce que je vais pouvoir... C'était vraiment challengeant. Mais quelle partie tu dirais a été la plus dure? Les gens... Parce que normalement, si nous on t'a financé, après l'argent ça devait aller, mais quel était le point le plus dur? Non, oui, tu fais encore plus d'argent, tu me dis la falaise. Oui, je sais. Clairement. Mais il faut que tu dises aux gens quels a été pour toi les moments les plus durs dans tout ce process. Et même pas seulement dans cette collection, au cours de ta carrière. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Même pour moi, je pense que pour le moment le plus difficile dans ce processus-là, c'est la ressource humaine. Ah, bienvenue au club d'entrepreneurs. C'est gérer les gens. C'est gérer les gens. Mais aussi avoir des gens qui arrivent, mais vraiment dans la partie, pas dans la vision, mais vraiment quand on parle dans l'exécution. Dans l'exécution, là. Tu as la vision,
tu as le projet, tu as tout, mais maintenant tu dois réussir à pouvoir le concevoir exactement comme tu l'as eu dans ta vision. Et c'est là pour nous, il y a le plus gros, c'est là le plus gros challenge en fait. Je me souviens combien de fois j'ai reçu des samples, enfin même de là c'est le sample que j'ai, mais même celui-là je l'ai pas. Tu l'as pas, t'as pas des failles. Ouais, il y a encore une autre version que j'attends en fait. Ah. C'est ça. Donc tu dirais que c'est ça qui était le plus dur pour toi? C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Ah ouais, c'est de voir les gens parce que même pour pouvoir trouver les artisans que je nomme aujourd'hui avec fierté, j'ai cherché, j'ai trouvé d'autres qui n'ont pas réussi à délivrer le travail qu'il fallait. Ah oui, tu as eu des cas où ça n'a pas été livré. Ouais. Absolument, j'ai même dans ma collection, dans la nouvelle collection, j'ai 3 ou 4 pièces. Pour moi qui vont pas encore réussir à être en fait ce qu'on a voulu en fait au départ. Ça va être dans les 4 ou dans les 5 prochaines années. Wow. Ouais, parce qu'on a réussi, on a créé les premiers samples, le 2, le 3 ou le 4e sample. On s'est rendu compte que toutes les personnes qui ont intervenu n'étaient pas capables de pouvoir en fait réussir à créer ce résultat. Donc, même une fois, tu dirais. Ouais, des frustrations. Beaucoup de frustration en fait dans le processus. Et c'est intéressant parce que quand tu décris ça, moi ma question c'est pourquoi tu ne fais pas comme certains font aujourd'hui, sortir genre par exemple une pièce par trimestre, genre sortir une pièce de cette collection qui est prête. Absolument, mais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que tu vas faire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que tu recommandes aux gens. Et c'est ce que je vais faire maintenant dans les prochaines années. Parce que je pense qu'au moment où j'approchais cette collection, c'était un moment important pour moi. C'était un moment aussi où ça a été très bien, mais c'était le moment où j'ai eu avec IFM, j'ai intégré la cohorte de IFM où je recevais en fait des cours et ah oui, l'Institut français de la mode. L'Institut français de la mode. Et en fait, j'ai été confrontée à une vision de la mode qui était assez intéressante, mais qui plus tard, en fait, je me suis rendu compte que ça ne se rapprochait pas de ma vision de ce que je crée. Ah oui, donc la notion des collections, des saisons, de la création, de ce qui rentre dans la collection, de combien de pièces définissent une collection, à quel moment on la sort, comment on la sort. Et ça, tu n'es pas d'accord, je pense, au final, aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Mais oui, ça c'est old school. C'est ça, mais ça peut être accurate pour d'autres designers. Mais je pense que pour mon modèle à moi, ça faisait pas du tout de sens. Ouais, parce que je pense que c'est conçu pour ceux qui vendent en retail. C'est ça. D'une manière spécifique, exactement. etc. Et pour moi, et c'est là où je me suis dit, oui, c'est ça en fait. Peut-être ça va attendre pour la prochaine. Là, j'ai commencé à travailler sur une prochaine collection. Ça a sorti dans 2 ans, 2 mois, je sais même pas. Et ça va être une pièce qui sort, c'est la pièce de la collection. S'il y a 2 pièces, c'est les 2 pièces de la collection. C'est bon. Il y en a 3. Ça sort. C'est ça en fait. Ouais. On va pas chercher à se définir, on va continuer à créer. Je pense que c'est ça qui c'est super parce que beaucoup de gens se sentent contraints et limités parce qu'ils attendent d'avoir assez de pièces, etc. Alors que nous, chez Anka, justement dans notre livre blanc, je sais pas si tu as eu le temps de lire notre gros livre blanc, là, le long livre blanc qu'on a fait, on donne toutes nos datas, donc je te l'enverrai. Et dedans, on évoquait le fait que justement, il faut que les gens soient capables de itérer, de tester. Si tu as 1 ou 2 produits qui te plaisent, sors-les déjà, vois comment les gens réagissent. Et ça va te guider, ça va te donner envie, ou pas, de continuer, d'arrêter. Ça ou pas. Mais les gens, il faut qu'ils... Vraiment, nous, ma plus grosse hantise, et je suis vraiment content que même toi tu le dises, c'est que je trouve que beaucoup de gens qui se disent créatifs ne créent pas assez. Mais ils créent des choses... Non mais c'est triste, hein, mais Est-ce qu'on doit créer assez? Non. That's the question. Enfin, alors, assez fréquemment, on va dire, plutôt que la quantité. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que beaucoup d'entre eux, et je sais pas si toi tu le vois, ils font, par exemple, une fois par an, ils sortent un truc, et après, ils espèrent que ça suffise. Alors que pour moi, c'est un truc continu. On peut pas s'arrêter et se dire, j'ai fait ça, donc je fais plus rien jusqu'à ce que ça se soit vendu. Typiquement. Parce que nous, les gens viennent chez nous en se disant, ah, j'ai mis une collection, ça s'est pas vendu. Je dis, non mais les gars, continue. Si tu vois que c'est pas vendu, il faut comprendre pourquoi, il faut créer. Et quelque part, quand tu dis que tu quittes les réseaux sociaux, pour moi j'ai peur que les réseaux sociaux aient même abruti les gens encore plus. Les aient rendus encore plus en mode... pour retenir l'attention des gens maintenant, il faut être tout le temps là. C'est ça. Il faut tout le temps créer, tout le temps. Même si c'est juste un contenu que tu as limite posté avant, il faut le reposter. Il faut que tout le temps tu restes dans l'esprit des clients. Et c'est très dur. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est ce que tu fais si tu n'es pas quelqu'un qui spontanément crée beaucoup. Il y a 2 types de personnes. Si spontanément tu es quelqu'un qui crée fréquemment des choses, tu as moins besoin de cet effort. Ouais,
Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas chercher quelque part d'autres modèles? Moi, D'autres façons, oui, bien sûr. D'autres façons de voir cette question de présence sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, je pense qu'en ce moment, on n'arrive vraiment pas à pouvoir se détacher, prendre du recul dessus. Ouais. Est-ce qu'on devrait se définir nous-mêmes en tant que créateurs, en tant que designers, dans la quantité de ce qu'on produit, dans la consistance de ce qu'on produit, ou un créateur ou un designer pourrait être un designer, I don't know, abouti, un designer plein juste avec une seule collection pour toute sa vie? Il pourrait. Moi, je pense. Ça dépend aussi de sa vision. Ça dépend de sa vision. De ce qu'il veut. C'est ça. Je vais pas commencer à dire aux gens qu'il n'y a pas, mais tu vois, l'autre jour, on discutait avec une autre de nos créatrices, Folaké, qui nous disait qu'elle, elle a créé un jour un jumpsuit et que si elle avait eu le succès qu'a eu ce jumpsuit, si elle avait su maintenant 4-5 ans après, elle regrette parce qu'elle aurait dû continuer à le faire. Et au lieu de créer 15 000 trucs, elle aurait dû continuer ce produit parce que ce produit a eu un tel impact. Elle en a eu marre de le faire, comme beaucoup de créatifs. Oui. Et là, elle dit, oh, c'est bon, là, j'ai déjà assez vendu. Je veux plus voir ça. Une des choses que nous, on note, effectivement, comme tu disais, c'est qu'il faudrait peut-être un modèle alternatif. Mais en tout cas, elle, son jumpsuit qu'elle avait créé, a eu un tel impact que c'est dommage qu'elle l'arrête, tu vois. C'est comme si toi, par exemple, t'arrêtais ta couronne de Corée, ça me choquerait. Alors qu'il y a des gens qui pourraient te dire, il faut arrêter. Mais toi, je pense que même ces best-sellers-là continuent aujourd'hui à driver des gens qui découvrent ta marque. Absolument. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux marques, c'est que quand tu crées une pièce qui a de l'écho, il faut pas la retirer parce que toi tu en as marre. En fait, c'est un peu, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Comme je dis souvent, même les plus grands artistes ne retirent pas leur pièce phare en disant « Ah, j'en ai marre ». Je sais pas si toi, tu as déjà eu cette envie-là de retirer. Ah oui, absolument. Ah Absolument. Absolument. Plein de fois, mais plus aujourd'hui. Je pense que qu'est-ce qui a changé? Plus aujourd'hui. C'est la perception. Je pense que je suis un espace moi-même très évolutif. Donc, je comprends beaucoup de choses avec le temps et je comprends que certaines choses sont nécessaires et certaines choses ne le sont pas. Et ça peut être vraiment des réactions émotionnelles. Donc pour moi, dans un premier temps, je voulais arrêter, je pense la première fois, je voulais arrêter déjà de créer ces pièces-là parce qu'on avait trop copié. Ah oui. J'avais marre en fait de revoir le travail partout. Je me disais, à un moment, je me dis, est-ce que moi-même j'arrive à reconnaître mon travail à la fin? Ça c'est moche. Si toi tu n'y arrives pas, personne n'y arriverait. Mais tu sais que beaucoup de créateurs arrêtent à cause de ça, parce qu'on les copie, ils veulent plus faire la pièce. Bah oui, mais c'est émotionnel, tu dirais. C'est émotionnel, mais c'est blessant. Je vois, c'est de l'insulte pour son travail, pour sa création, pour son art. Ouais. C'est pour nous, c'est le plus grand manque de respect en tant que créatif de pouvoir prendre le temps de créer, de voir son travail. Ouais, et ça a été ça pour moi. Ma première réaction, c'était ça. Et après, la deuxième fois que j'ai eu envie de retirer, c'est j'ai trop vu moi-même cette pièce-là dans mon feed. J'ai trop vu cette pièce-là sur mon site e-commerce. J'ai envie de la retirer. C'est purement émotionnel, tu dis? C'est purement émotionnel pour moi, ces deux fois-là. Parce que dans la réflexion profonde et dans la vision de mon travail, c'est que j'ai une notion différente de ce que je fais. Ce que je fais, c'est pas lié à des saisons, pas lié à une certaine temporalité. C'est un travail qui est intemporel. Donc, ça fait écho aujourd'hui. Ça faisait écho il y a 4 ans quand je commençais. Aujourd'hui, ça fait écho. Et je pense, je suis sûre que dans 10 ans... ça fera encore écho. Ça fera encore écho. Et ça n'a pas besoin d'être attaché à moi de cette manière émotionnelle. C'est un travail qui est là. Et il doit continuer à exister parce qu'il a sa place. Et donc, toi, tu dirais, du coup, aux créatifs qui ont des produits comme ça, qui marchent, de se détacher émotionnellement du produit. Le détachement est important. Mais comment tu pratiques ça? Je sais, parce que moi j'essaie de leur dire, mais moi ils me disent tu penses qu'à l'argent. Comment on fait pour se détacher émotionnellement? C'est vraiment pas des questions d'argent. Je pense que pour qu'ils puissent avoir aussi ce détachement, je pense que c'est là où la vision individuelle doit intervenir au moins. Te poser la question de pourquoi je crée en fait. Ah, donc, très bonne question. Si tu sais pourquoi tu crées, tu sais que ça doit exister. À un moment, tu peux te dire oui, c'est la fin du parcours de cette pièce. Je conçois que je dois lui dire au revoir à ce moment-là. Ça aussi, ça peut être une belle réaction. Ouais. Je pense que pour moi, il n'y a pas vraiment une seule perspective à avoir. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'écouter et te dire pourquoi je crée. Pourquoi je crée.
Et quand on a cette réponse-là, je pense qu'on laisse après le travail faire son chemin, se détacher. Très clair. Et c'est vrai que moi, des fois, je me rends compte quand les gens répondent à la question pourquoi, qu'en fait, la réponse, c'est en fait, ils sont même pas faits pour vendre. En fait, c'est là où il y a un delta aussi, c'est que si tu crées parce que tu veux que ça existe, ton œuvre, de façon intemporelle, et que comme tu dis, toi, tu veux aussi pouvoir derrière réunir des âmes, pouvoir créer un groupe de femmes, tu as un impératif économique derrière qui va avec cette vision. Que certains, des fois, n'ont juste pas, en fait. Et il faut qu'ils l'acceptent et que du coup, ça change. Mais si tu l'as, il faut que tu fasses l'effort d'aller jusqu'au bout de ta vision. Et si même toi, ça t'est arrivé, ça me rassure. Et du coup, souvent, la question que l'on se pose aussi, c'est comment toi, tu gérais du coup, tous ces cas de copie, comment tu recommanderais aujourd'hui à... Deux questions. Comment tu recommanderais à une marque aujourd'hui, quand ça lui arrive d'avoir quelqu'un qui copie son travail, comment tu réagirais aujourd'hui? Comment? La première question, c'est... Comment tu réagirais aujourd'hui si quelqu'un copie ton travail? Tu vois là, par exemple, j'ai vu que Tongoro s'est fâché fort avec Balmain. Oui, bah, je vois des copies tous les jours, je vois des copies tous les jours. Je pense que ce que je fais maintenant, c'est que j'ai réussi vraiment, je pense, à me détacher émotionnellement de... Ouais, c'est pas toi quand tu vois te copier. Pour moi, c'est mes créations, c'est pas moi qu'on copie, donc... Émotionnellement, ça ne me touche plus de voir mon travail copié, mais c'est un enjeu économique. Il y a un enjeu économique derrière de défendre. Absolument, il y a un enjeu économique et il y a un enjeu même pas économique pour moi, c'est pas le premier, c'est le préjudice en fait. Ouais. Exactement, donc ce que je fais... Il y a une notion de justice aussi. Exactement, donc ce que je fais, vu que mes pièces ont été déposées protégées et qu'elles appartiennent à la falaise Dion, je demande à une personne de mon équipe de s'en charger, je fais appel à un avocat et puis on envoie un mail, un premier mail et puis ensuite en général, ça devrait suffire ça. Vraiment, ça suffit vraiment aujourd'hui pour moi cet aspect-là. Et ça dépend. Il y a, là, j'en avais pas parlé, mais il y a quelques années, il y a même pas quelques années, l'année dernière, il y a une grosse marque européenne qui a copié des pièces de mon travail pour une de leurs collections. Ok. Ouais, et j'ai vu le travail, c'était sur les réseaux sociaux, on m'a demandé de poster, de publier, de réagir face à ça, mais je n'avais pas de réaction honnêtement. Je me suis dit, ce qu'il doit faire, c'est de pouvoir me payer en fait. Simple. Parce qu'il y a un gros préjudice. Amen. Absolument, il faut qu'il me paye. C'est bien de rester dans les deux. Mais à un moment, il faut vraiment quitter l'étape de l'émotion. Et aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut réparer? Parce que c'est un tort qui a été causé. Wow. On doit avoir réparation. Ok. Et donc, du coup, tu les as contactés et ça peut se régler? On les a contactés, on est toujours en train de régler. On n'a même pas encore réglé l'histoire. Bon, mais écoute, bravo, hein, franchement. Et je pense que pour conclure, la question que j'aurais pour toi, effectivement, c'est... quand tu as commencé ta marque et que je sais que tu as créé ta boutique sur Africrea au moment où tu avais cette première collaboration avec Beyoncé, aujourd'hui, quel conseil toi tu donnerais à une marque qui commence, quand une créative commence sa marque? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je sais qu'aussi, entre-temps, tu as eu ton site, là on est en train d'intégrer Encapé sur ton site, aussi parmi les choses. Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu leur dirais, je sais qu'il y a beaucoup pour toi des questions de pourquoi écrire sur le même sujet, mais... quels conseils pratiques tu leur donnerais pour pouvoir maximiser leurs chances de réussir? Parce que je sais, les gens ne savent pas, mais toi et moi, quand on s'est rencontrés la première fois, tu étais encore chez Elle Côte d'Ivoire. Oui. Et à la base, on réfléchissait même à t'embaucher. Ça, on a loupé ça. On voulait t'avoir comme dans notre équipe marketing. Quelle victoire ça aurait été, mais bon, tu es allé à de plus grosses... tu as fait de plus grandes choses. Vrai, hein, c'est vrai que c'était ça mon premier contact. Ouais, la première fois où tu m'as rencontré. Quand est-ce que Africrea cherche une directrice artistique? Non, mais t'es sérieuse là? Hey, madame. Give me the money, give me the Madame, tu es occupée. I'm gonna give you the contact. I'm gonna deliver. Mais oui, je sais, tu peux, mais tu es occupée la falaise. Occupée, je te dis, tu me dis, je peux dans ton argent. Genre, y a pas de problème, on va gérer ça. On va gérer ça. Mais du coup, ouais, tu dirais... Je sais, ça m'a l'air, la question, j'ai la réponse, mais pour le moment c'est tellement abstrait. Je sais pas en fait. En tout cas, toi, tu es allé. Beaucoup de marques ne viennent pas, par exemple, travailler, ou vont pas sur des marketplaces, par exemple, parce qu'ils ont peur pour leur image, par exemple. Pourquoi toi, ça n'a pas été un problème? Ou pourquoi toi, au moment où tu t'es préoccupé essentiellement, nous, on a pu t'aider sur la marketplace, sur le shipping, mais pourquoi tu as pu assez vite travailler avec d'autres gens? Ça, je veux dire de manière générale. Parce que tu as quand même été assez vite dans la collaboration. De tout ce que je sais de toi, beaucoup plus que la plupart des gens qui commencent sont très
dans leur coin et ils veulent tout faire tout seuls. Je me suis rendu compte très vite que vraiment, déjà la naissance est le fruit de la collaboration. Ah ouais? La naissance d'un être, la Bien sûr, création, c'est deux le personnes. fruit de la collaboration. Donc j'ai toujours en fait vu le travail créatif comme un fruit de collaboration. Ça a été tellement simple pour moi d'inviter les personnes créatives à venir en fait joindre le mouvement que j'étais en train de créer. Donc vraiment un conseil pratique que j'ai envie de donner, c'est pour une fois, je pense que je ne peux pas finir sur cette question. Ah oui, tu sais pas? Ouais. Intéressant, écoute. Sur quoi d'autre que je pourrais finir? Écoute, dis-moi quelle question par exemple les gens ne te posent jamais toi? Parce que je sais qu'on te pose beaucoup la question de oui, comment tu trouves des célébrités, on te pose beaucoup la question de comment tu fais pour être inspiré. Quelle question, en vrai, sur ton business, on te pose jamais, que tu aurais aimé qu'on te pose? Tout ce qu'on a fait, le tout. Hein. Ouais. Je sais que sur les ressources humaines, on a quand même bien parlé du travail que c'est. Du travail que c'est, des ressources humaines, de la partie financière, avec un cas, avec la trésorerie, il faut être réaliste, il faut bien gérer son argent. Il faut faire appel aussi à des personnes pour pouvoir nous aider. Exact. Ouais, ça, je pense que c'est très, 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 très important. C'est vrai que toi, en plus, tu utilises tous nos services. Tu vends sur la marketplace, tu utilises le lien de paiement. D'ailleurs, tu as vu le nouveau lien de paiement qu'on a fait? Oui, j'ai vu le nouveau lien. Je ne l'ai pas encore envoyé à un client, mais j'ai vu. Voilà, donc tu utilises le lien de paiement, tu utilises le shipping aussi. Ouais. Et là, on va te mettre le paiement sur ton site. Toi, tu es vraiment celle qui utilise tous nos services. Vraiment, j'utilise tous les services en cas, mais vraiment, je pense qu'en cas est vraiment une bénédiction pour les designers africains. On a tellement de problèmes, on a tellement de problèmes juste pour pouvoir résister, même déjà personnellement, pour pouvoir créer, pour pouvoir vendre. C'est encore plus difficile, on n'a pas d'outils, c'est difficile de pouvoir créer, expédier, c'est difficile, c'est ça, créer et expédier. Et même être payé, parce que tu disais que même PayPal, tu as eu plein de problèmes, toi. Ah oui, je pense que pour ça, mon site n'a jamais été longtemps fonctionnel. Parce que la question de PayPal revenait tout le temps. Mes clients voulaient forcément avoir l'assurance d'avoir un PayPal. Et aussi avoir l'assurance d'avoir un moyen de paiement plus sécurisé quand ils viennent sur une plateforme. Surtout pour des produits avec des coûts aussi importants que les miens. Et très vrai. On va payer une pièce à 1 500 € si je vais sur un accès. Si je vais sur une page de paiement qui ne me procure pas de confiance, je ne vais pas payer, je ne vais pas te donner tout mon argent. Franchement, c'est vraiment de gros enjeux pour moi. Donc écoute, ravi qu'Anka ait pu t'aider là-dessus et écoute, on va continuer à t'aider autant qu'on pourra sur tous les sujets qu'on a. Et puis écoute, merci d'avoir pris le temps parce que je sais que tu es quand même très occupé et que c'est pas ton exercice favori de venir papoter comme ça devant le peuple. Mais franchement, merci beaucoup en tout cas à la Falaise et je sais que oui, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent et se disent comment tu as pu faire et je pense qu'après cette discussion ils vont comprendre que oui, il y a beaucoup de foi. Il y a beaucoup de spiritualité, mais il y a aussi beaucoup de travail que les gens voient pas. Donc, merci d'avoir pris le temps, vraiment. Vraiment, merci Moulin. Merci de me faire confiance. Merci de, à chaque fois, m'inviter, de me donner l'occasion, l'opportunité de m'exprimer, même quand j'ai pas envie de m'exprimer, que je me cache. J'étais vraiment contente de pouvoir partager ce moment de cette conversation. Tout était assez naturel et j'espère que j'ai pas été trop abstraite pour les gens qui ont compris. Ça va, c'est pas un cours, c'est le but. Le mouvement, même si je parle de spiritualité, à chaque fois on a l'impression que c'est quelque chose de décaché alors que c'est notre essence à nous-mêmes. Et je pense que quand on prend le temps de faire ce chemin-là, quand on prend le temps de se connaître, de faire ce mouvement, on se rend compte que tout est totalement lié. Et c'est pas abstrait, c'est très naturel et c'est dans notre... c'est notre essence, en fait. C'est notre quotidien. Il y a beaucoup de rationalité aussi dans la spiritualité. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de discipline. Amen. Voilà. Important. Je pense que c'est le mot. Absolument. Dans la spiritualité, il y a beaucoup de discipline. Il y a beaucoup d'action. C'est ça, dans le mouvement de foi. Tu sais que tu veux quelque chose, tu le manifestes. Et on te dit toujours, tu le manifestes et tu dans ta manifestation pour avoir ce que tu veux, c'est que tu estimes que tu l'as déjà eu. Donc quand tu l'as déjà eu, tu te comportes comme si... Tu agis comme si tu l'avais eu. Donc dans toutes tes actions, dans ta discipline, il faut avoir un minimum de discipline dans ce que tu fais. Amen. Il faut avoir beaucoup d'actions et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir atteindre nos objectifs. C'est quelque chose que j'apprends tous les jours. Je ne suis pas un parfait exemple, je pense même à ce niveau-là.
Amen. Amen. Écoute, merci beaucoup parce que beaucoup de gens manifestaient sur les internets, on dirait, c'est juste, je le dis. Il y a plein de gens qui disent, je manifeste et je veux me marier cette année et puis ils s'arrêtent là. Et ça reste là-bas. Donc, merci de donner plein d'actions. Non, mais c'est vrai parce que je pense que c'est très intéressant de voir, parce que tu es, pour moi, là, un bel exemple de quelqu'un de spirituel et qui est pragmatique, qui agit. Alors que les gens, malheureusement, ont tendance à prendre la spiritualité comme étant juste dans la consommation. Il y a très peu d'action. Et quand tu dis que tu n'es même plus sur les réseaux maintenant, pour moi, ça veut tout dire. C'est ça, et il ne faut pas que les gens me prennent aussi. Il ne faut pas qu'ils pensent que le fait que que je dise, que je sorte des mots et j'agis dans la spiritualité, ça fait de moi une personne lisse. Non, ça. Non, tu n'es pas du tout. I'm a human. C'est ça. Clairement. Avec all my flaws and everything, I'm just me. Exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça de toi. Merci beaucoup. Et à très vite. Ciao. Ciao.